Bonjour, merci d'être là. Nous sommes dimanche. On va passer 1 heure en compagnie d'une invitée. C'est la première fois qu'elle est sur ce plateau et c'est avec plutôt grand plaisir qu'on la reçoit. Et semble-t-il qu'elle n'est pas mécontente non plus d'être là. Allez, on n'en dit pas plus. La semaine dernière, c'était Mehdi et Badrou. Ça, c'était samedi. Et Laurent Deutsch pour dimanche. Ils sont reporters, ils sont documentaristes et ils sont témoins surtout de leur époque. Mehdi, c'est lui. Badrou, c'est lui. Bonjour. 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 D'où vous vient alors cet amour pour la langue française, tous les deux? On avait cette passion commune quand on s'est rencontrés il y a 10 ans, hein. en seconde, pour l'actualité, pour la lecture. Mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ça vient sûrement de notre façon un peu d'être solitaire, sûrement, de ce temps qu'on prenait pour lire quand d'autres sortaient, ou de ce temps qu'on prenait pour sortir quand d'autres rentraient chez eux, je ne sais pas. Mais il y avait une curiosité très profonde. Badrou, vous avez l'impression en fait, d'avoir un peu manqué aussi votre enfance par l'insouciance, la légèreté. Vous avez mûri trop vite? Ben forcément, le fait d'avoir grandi dans un environnement social très dur, parce qu'il y a certaines choses violentes auxquelles j'ai assisté qui ont tué mon innocence par rapport aux choses et par rapport à ma manière de voir le monde. Quel est votre bilan aujourd'hui? Le constat, il est plus qu'amer. Il n'y a que 2 priorités qui peuvent sauver ce qui se passe dans les quartiers, c'est l'éducation et la culture. Je pense qu'il faut permettre, en fait. Il faut permettre la possibilité de sortir, d'aller au théâtre. Cette curiosité pour l'art, elle n'est pas au centre du programme. Elle est délaissée. On a l'impression que c'est un divertissement. Mais l'art, la beauté doit être au centre de notre vie. Au-delà de votre talent, est-ce que parfois il vous arrive de penser qu'on vous invite en raison de ce que vous représentez? Mais ça, on l'a toujours refusé. Quand on a vu, Oui, quand comment on a eu la suspicion... Comment on fait la différence? on ressent. On ressent quand on nous appelle pour être le noir et l'arabe qui parlent bien. Voilà. Et ça nous dérange. Même on le refuse catégoriquement. À qui vous ne pourriez jamais serrer la main? Manuel Valls. Robert Ménard. Si vous étiez star du X, quels seraient vos noms de scène, Mehdi? Mehdi Sexy. Badou Badou. Bonjour, je m'appelle Laurent Deutsch. Vous avez grandi à Sablé-sur-Sarthe. Oui, chez François Fillon. C'est un point commun avec lui. Oui. C'est le seul? Mais j'ai été élevé par Pénélope. Vous vous destinez à quel métier? Je voulais être enquêteur. Je voulais ce que les gens regardent beaucoup à la télé, là, toutes ces séries policières qui sont passionnantes d'investigation. Moi, je voulais le vivre. Je voulais pas le regarder, je voulais le vivre. Remonter des grandes enquêtes à Interpol sur les grandes filières de vol de voitures en Europe de l'Est, ça me plaisait bien. Mais c'est vrai que vous êtes un petit gabarit, quoi. Ouais. Vous Vous pesez avez remarqué, vous aussi? Non, mais vous pesez combien? 60 pour 1m70, madame. À la toise, à l'armée. Belle mensuration. Bon, je suis pas épais, quoi, je suis un criquet. Mais il en faut, hein, il faut de tout. C'est grâce à des mecs comme moi que les gens se sentent balèzes et gros. Il en faut des petits, pour comparer. Donc je dis toujours, hein, gros balèze, je dis t'as de la chance que je sois petit. Parce que c'est grâce à moi que tu te sens grand. Bougez votre corps, ça fait du bien. Voilà. Petite chorégraphie Ouais, toujours. spontanée de Laurent Deutsch. La pièce Bankable que vous jouez actuellement, elle parle aussi de jeunisme. Les actrices, très vite, ont recours à la chirurgie esthétique. Et même les acteurs. Et elles se finissent par se transformer en poisson. Là, il y a qu'à voir Nicole Kidman, c'est hallucinant. C'était la plus belle femme du monde. Et aujourd'hui, on la reconnaît pas. Je lui donne même pas une pièce dans la rue, moi. Moi, je considère que les rides, c'est magnifique. Les rides, c'est les stigmates d'une vie. Je vais vous laisser pendant 1 minute, Laurent. On est dimanche, hein, donc alors le dimanche, on peut se faire inviter par les beaux-parents. D'ailleurs, j'en propose à ma belle-mère. Écoutez Françoise, arrêtez de faire votre poulet rôti. Hein. Déjà, il est trop petit, on est 8, donc un poulet pour 8, c'est pas possible. Et il est trop sec, il est vraiment trop sec. Alors que vous avez un petit filet mignon de porc au gingembre, à l'orange, qui est formidable, vous le faites pas assez. Faites-vous confiance, Françoise. Si vous aviez les clés de l'Élysée le temps d'une journée, qu'est-ce que vous feriez? J'irai dans la cave, elle est magnifique. À qui vous refuseriez de serrer la main? Je refuse jamais une main tendue, moi. Je me dis toujours qu'une main tendue vaut mieux qu'un poing fermé. Le plus bel âge dans la vie. Celui qui va venir. Il n'y a pas d'âge pour vouloir vivre. C'était Laurent Deutsch, c'était dimanche dernier. Alors, qui est sur ce plateau? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Quelle est votre profession, tout d'abord? Je suis humoriste, oui, comédienne. Je ne sais pas exactement comment on dit, en fait. Votre obsession dans la vie? Être heureuse. Et votre devise? Sois heureuse. Vous venez me rejoindre? Avec Votre plaisir. prénom et votre nom? Bonjour, je m'appelle Caroline Vigneault.
Ah, mais bien sûr, c'est Caroline Voilà. Vigneault qui est avec nous ce matin. Elle est humoriste, elle est au Palais des Glaces, et cela du mardi au samedi à 21h, à 20h, à 21h15. 21h15, oui, je m'assois là. Hein. Oh, ouais. papa Attendez, je vais prendre un thé avec vous, je me suis quand même Vous bien voulez- habillée. Vous voulez pas remonter encore un peu là quand vous La voit chaise? Non, vous. Ah, moi, la Oui. robe? Oui. C'est vous faire plaisir à maman. Elle m'a dit, tu vas prendre le thé quand même, tu fais un effort. Donc voilà, hop, hop, voilà, hop. Oh, je sais plus comment on va prendre le thé, il faut verser, il faut garder le petit doigt en l'air, je sais plus. Alors, c'est vrai que vous venez d'une famille où on avait souvent le doigt en l'air, non? Très bien, oui. Il me semble, Vous non? avez raison. Je Oui. crois que la petite cuillère, ça se pose pas sur la tasse d'ailleurs, mémoire. D'accord, oui. Une éducation assez stricte. Oui, strict et catholique. Oui. Et alors, on s'en sort bien? Bah, alors je sais pas, ça dépend pour qui, hein, mais pour les gens avec qui j'étais, je pense qu'ils pensent que je m'en suis pas bien sortie. Oui. Et je même fait des rallyes. Les rallyes, c'est des Ah oui. soirées dansantes où on danse le rock. Ça, c'est très sympa parce que j'adore. Pour danser le rock. éventuellement trouver son mari. Et c'est le problème, c'est que moi, j'y allais pas pour ça. Et du coup, je me suis fait virer des rallyes et pas ma sœur. Donc à la fin, au début, on recevait Mesdemoiselles, Emmanuel et Caroline Vigneault. Et après, il y avait plus écrit sur l'invitation Mademoiselle Emmanuel Vigneault. Quand vous pensez à votre enfance, c'est joyeux ou Ouais. oui, Très- quand même. Ah oui, très joyeux. Très joyeux, même si il y a toujours ce truc Caroline, tu fais trop de bruit. Voilà, ça c'est le truc qui revient. J'étais trop exubérante, j'étais trop Et active. pourquoi? Pour vous distinguer des autres, déjà? Je sais pas si c'était l'envie de se distinguer, mais j'étais comme ça. J'ai toujours eu du mal à rester assise sur une chaise et aller main comme ça, pas mettre les coudes sur la table. Voilà, j'ai toujours eu envie qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Mon père est ingénieur chez Schlumberger et ma mère est orthophoniste. D'où cette magnifique prononciation. Vous aviez conscience d'être dans un milieu plutôt privilégié? Oui, alors moi je faisais partie de ce qu'on appelait la petite bourgeoisie et qui d'ailleurs je trouve est en train de disparaître aujourd'hui, malheureusement. Et alors privilégié c'est sûr, mais après tout dépend dans le milieu dans lequel vous évoluez. Et notamment dans les rallyes, moi je me souviens qu'il fallait arriver avec des robes de soirée. Et une robe de soirée ça coûtait quand même assez cher, donc avec maman on allait dans les dépôts ventes acheter justement des robes de soirée, donc voilà, vous achetez une robe. Les robes de bal? Oui, des robes de soirée, mais qui ont déjà été portées par des gens qui les revendent. Jusqu'au jour où vous arrivez à la soirée et avec la robe d'une fille qui vous dit « Ah, bah c'est ma robe, tu l'as achetée Quelle horreur. d'occasion. » Et là, c'est... Il faut La rester... honte. Bah ouais, il faut rester au contraire, il faut essayer de... Bah oui, comme ça, tu la portais tellement mal que j'ai décidé de la porter Oui. un peu mieux. Ben, ça, c'est votre humour. Ça, Ouais. c'est le sens de la réplique que vous avez. Il y avait des tabous chez vous, des interdits? Ah bah alors, les tabous, il y en avait plein. Déjà, on parlait absolument pas de tout ce qui est sentiment. Mon père m'a jamais dit qu'il m'aimait et il le dira, je pense, jamais. C'est pas qu'il le pense pas, hein, je sais qu'il m'aime, mais il est incapable de prononcer ces mots-là. Donc pas tactile du tout? Non, non, mais moi, je dis que j'ai une éducation stricte, mais par rapport à ce que eux ils ont vécu, par rapport à ce que mes grands-parents ont vécu, il faut toujours, faut relativiser. Mon père était chez jésuite, prière le matin à 6h, etc. Et par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'était les grandes vacances, moi, franchement. Votre éducation sexuelle, vous l'avez connue comment? Vous l'avez l'apprentissage Rien. à l'émotion, à la sensualité Rien, le mystère absolu. Moi, j'ai passé mon bac, j'étais vierge, donc autant vous dire que voilà, parce que maman nous avait tellement Et vous dit aviez que déjà 22 ans? non, il se trouve que j'étais heureusement non. J'ai passé mon bac à 18 ans, mais malgré tout à 18 ans, autour de moi, c'était assez rare. Mais parce que maman nous avait tellement dit que la première fois, c'est un truc hyper important. Enfin, il y avait une espèce de poids sur cette première fois que ça ne se donnait pas parce qu'on nous, les filles, on doit donner un truc. Alors, je ne savais pas ce qu'on donnait, mais apparemment, on donne quelque chose, qu'on ne faut pas le donner à n'importe qui. Ce qui fait que la première fois, je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai trouvé ça super, mais je me suis juste dit, c'est que ça, en fait. Je sais pas, le ciel s'est pas ouvert, il y avait eu des pétales qui ont descendu. Vous avez été déçue? J'étais très déçue parce que c'était pas si dingue que ça. Et du coup, ma petite sœur, quand elle hésitait, beaucoup plus jeune que moi, je lui dis, vas-y, c'est pas grave. Tu vas pas être foudroyée si tu les On pousses s'en pas. sort bien après. Ouais. Vous venez étudier le droit à la Sorbonne, à Paris. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire du droit? Je crois que d'abord, j'ai toujours aimé parler. J'ai toujours aimé prendre la parole en public. Oui, mais c'est une discipline particulière, quand même, une matière particulière, le droit. Oui, quand vous êtes obligé de faire des études, c'est pas que j'étais obligée, mais c'était une évidence. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de question, faire des études. Après, moi, j'avais un bac scientifique, donc la question c'était quoi maths sup, maths p, prépa HEC ou médecine ou droit. Il y a pas, voilà, c'était à peu près l'éventail. Et droit, ce qui me plaisait, c'était déjà de prendre la parole et d'expliquer à quelqu'un que j'avais raison, ce que je faisais naturellement et gratuitement depuis des années. Donc d'un seul coup, on m'explique que je vais pouvoir être payée pour faire ça.
la force de la conviction. Ah ouais, et j'étais très vite attirée par l'art oratoire, les mots, la langue française. Et puis après, j'ai découvert un amour absolu pour Robert Badinter. Qu'est-ce qu'évoque cette chanson pour vous? Le début, sans le savoir, d'un changement de vie qui va arriver quelques années après. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Je viens d'avoir le diplôme d'avocat et je fais partie du bureau des élèves, d'étudiants, donc diplôme en poche. Et on fait une grosse soirée où on invite le bâtonnier, tous les avocats de Paris. On est au Cercle d'Hiver et on fait une petite présentation, un petit spectacle. Un show? Un show, ouais. Et je joue Olivia Newton-John. Et voyons. Voilà. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dans Grease, le principe, c'est qu'il y avait des gens un peu classiques et puis des gens un peu, on va dire, des loupards. Et à l'EFB, qui est l'école de formation du barreau, c'est pareil. Il y a ceux qui s'habillent déjà comme des avocats avec des attachés caisses, et ceux dont moi je faisais partie qui disaient c'est la dernière année, il faut qu'on en profite parce qu'à partir de l'année prochaine, on va tellement bosser qu'on ne pourra pas. Donc on avait recréé ça. Et donc je me retrouve en micro-jupe, en me transformant en Wonder Woman devant le bâtonnier de Paris alors que je n'ai pas commencé. Et c'est là que, dans cette salle, va me repérer quelqu'un qui est à la revue de l'UJA. Et l'UJA, c'est l'Union des jeunes avocats. Et qui me dit, t'as un truc sur scène, rejoins-nous. Et donc, je suis rentrée, alors je venais juste de prêter serment, à la revue de l'UJA. Et pendant 3-4 ans, j'ai fait des spectacles avec eux. D'avocate à humoriste, votre portrait avec Philippe Eckepers. Je suis l'avocate comme Isdofès. Non, pardon, excusez-moi. Non, bien sûr, je voulais dire soumise d'office. La soumise d'office, c'est pas vraiment votre genre, Caroline Vigneault. Depuis que vous avez prêté serment en 2001, vous avez plutôt mené votre carrière tambour battant. La preuve en 5 dates. Oh non. 2006, votre première télé chez Stéphane Bern. Vous intervenez en tant qu'avocate et vous avez déjà le sens du spectacle. Vous me faites penser tous les deux aux deux marionnettes du Muppet Show et qui n'arrêtent pas de râler. Avril 2007, 5 ans déjà que vous avez rejoint la troupe de théâtre de l'Union des jeunes avocats. Ce soir-là, au festival Juste pour rire de Nantes, vous jouez devant 6000 personnes, rien que ça. Première grande scène, premier bide. Mais pour vous, c'est le déclic, la révélation. 8 mois plus tard, vous plaquez tout pour devenir humoriste. Ma mère a super bien réagi. Ah bah elle s'est jetée sur mon père pour le réanimer. 2008, votre premier spectacle. Bon, je vous préviens, l'image n'est pas terrible, mais c'est votre tout premier sketch, le petit lapin. Qui le cru, c'était une femelle. Et elle gambadait gentiment dans l'appartement, lâchant ici et là une petite crotte. 2016, le grand public découvre votre deuxième spectacle à l'Olympia et sur DVD. J'imagine des trucs de dingue. Vous voilà déjà une artiste à part entière, sauf pour certains humoristes, comme Eric Antoine, à qui vous demandez de faire partie des bonus de votre DVD. Je suis plus avocate, tu sais. 5. 2016 encore, votre premier rôle au cinéma aux côtés de José Garcia et André Dussolier. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Mon intime conviction, Caroline Vigneault, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de quoi taper dans vos mains, car votre changement de vie est plus que réussi. D'ailleurs, je vais m'adresser à tous mes clients qui me voient de la prison. Voilà, maintenant vous savez pourquoi. Désolé les gars. Vous y êtes allé, vous, en prison? Alors, moi, j'y suis allée, oui, mais j'en suis sortie. En tant qu'avocate? En tant qu'avocate, oui, uniquement, oui. Oui. Plusieurs fois, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en diriez? En fait, c'était très... Non, comme j'étais avocate en droit des affaires et je voulais absolument, comme mon idole c'était Badinter, plaider au moins une fois aux assises. Donc j'ai passé un concours d'éloquence qui est la conférence du barreau de Paris. Grâce à ça, j'ai eu accès aux assises. Et donc vous avez les clients qui sont aux assises sont des criminels, enfin, même s'ils sont au départ, on va dire, présumés innocents, ils sont souvent en prison, malheureusement. Et du coup, vous y allez. Et c'est très bizarre parce que cette sensation que vous avez, c'est toutes ces clés. Moi, j'étais très frappée par le bruit des clés, à chaque porte qui s'ouvre et qui se referme derrière vous. Il y en a un nombre incalculable. On parlera d'ailleurs tout à l'heure de justice. Il y a Dominique Verdeillan qui viendra, journaliste bien connu évidemment, qui est spécialiste de la justice. Et il nous parlera des magistrats, mais les magistrats différemment, c'est-à-dire bien sûr de leur dossier, mais surtout leur psychologie aussi, leur émotion face à des dossiers parfois très, très lourds, très violents, proches de l'horreur. Et il sera avec nous en deuxième partie de l'émission pour évoquer donc ce livre, Les magistrats sur le divan. Et je sais que vous l'avez lu et ça va être très intéressant, vous, l'avocate, l'ancienne avocate, de discuter évidemment avec lui. C'est une force ou une fragilité, en fait, pour vous, de ne pas être du sérail? C'est compliqué parce que quand vous êtes avocat, vous avez un diplôme qui vous dit que vous êtes avocat. Donc voilà, vous ne l'inventez pas, vous avez la preuve sur un bout de papier, vous avez passé Alors des examens. qu'humoriste humoriste, comédien, acteur, tout ça, tout à l'heure vous m'avez demandé ce que je suis, je ne sais même pas à quoi répondre parce que
Il n'y a rien, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Alors, c'est vrai que le DVD, en fait, pour moi, c'était comme un diplôme. De voir mon DVD au milieu des autres humoristes dans les magasins, je me suis dit, OK, maintenant, je suis humoriste. L'Olympia, Ça a légitimé. c'est ça, comme un diplôme, Légitimé, comme un ouais, objet. c'est ça. Voilà, c'est vraiment de me voir au milieu. L'Olympia, je me suis dit, je suis artiste pour la première fois. Et le film qu'on a fait, comme quoi c'est par étapes, je me suis dit, tiens, bah, ça y est, je suis comédienne. Quelles sont les similitudes, selon vous, entre ces deux métiers? Métier d'avocat, le métier d'humoriste? Bah, une chose est sûre, c'est la prise de parole, ça c'est sûr, et l'écriture. Alors après, c'est convaincre. Quand vous êtes avocat, vous devez convaincre des gens de l'innocence de votre client. Quand vous êtes humoriste, vous devez convaincre les gens à On peut rire. avoir un peu d'humour quand on est avocat? Moi, j'en avais beaucoup, mais après, tout dépend de la gravité du dossier. C'est sûr que quand vous êtes là pour des actes de pédophilie, faire de l'humour, c'est un peu compliqué. Hein. Ça passe pas bien. Et quand un confrère vous dit ma charmante consoeur, vous lui Ah répondez oui, quoi? ça c'est un truc qui me rendait folle. En plus, moi, j'ai toujours fait très jeune par rapport à mon âge, surtout quand avant. Donc déjà, quand je recevais des clients, des fois, ils me disaient « Ah non, je veux voir Maître Vigneault ». Je fais « C'est moi ». Non, non, je veux pas voir la stagiaire, je veux voir Maître Vigneault. Et un jour, je me souviens, c'était à Saint-Étienne, un charmant monsieur, il est venu me voir, il me fait « Je cherche l'avocate de Paris, c'est vous ?» Je dis « Oui ». Et il me fait oh, « Pardon, non, excusez-moi, il faut bien commencer un jour. » Non, non, bien sûr. Ok, eh ben, genre c'est tout de suite bon. Et il commence à plaider en disant « Écoutez, je suis ravie de donner la parole à ma charmante petite consoeur qui va essayer de plaider comme elle pourra. » Quand j'ai pris la parole, je lui ai dit « Écoutez, je suis ravie de rencontrer mon charmant vieux confrère qui, j'espère, a lu les dernières jurisprudence parce que depuis qu'il a prêté serment, il a le droit d'une matière vivante. » Et il était assez horrifié. La Vous l'avez magistrate bien a rigolé. chambré. Oui. Mais les revenus aussi, vous les avez quand même pas mal perdus parce que Complet, ouais. vous dites quand même que vous gagniez beaucoup d'argent à l'époque, Mm. jusqu'à 20 000 euros. Hein. Mm. Vous dites un chiffre quand même Énorme. assez massu. Oui. Aujourd'hui, vous rentrez dans une sorte de précarité. En fait, avec les 20 000 euros, il y a quelque chose qui va avec, c'est ce qu'on appelle le time sheeting. Vous êtes obligé de rentrer vos temps. Donc, vous travaillez toute la journée, week-end compris. Vous n'avez absolument pas de vie. Voilà. Je pense que c'est un mode de vie qui est pas durable. En de tant toute façon. qu'avocat d'affaires. En tant qu'avocat d'affaires, oui, moi, je travaillais dans un gros cabinet, je faisais de la réassurance, ce qui est de l'arbitrage international, donc tout en anglais. Et puis, voilà, vous êtes dans je sais pas, c'est une espèce de boulimie comme ça. Vous vous rendez pas compte que les gens autour de vous ont la même vie, donc on vit tous au même rythme, on s'en rend pas compte. Et arrive le jour 1 après ma démission où j'ai plus de travail. Et là, le temps, d'un seul coup, se fait ralenti. Et je me dis, bon, ok, bah, il n'y a plus rien. Donc, je suis allée, j'avais cette idée un peu absurde que les artistes vont dans des cafés avec un ordinateur et que l'inspiration arrive en regardant les gens. J'ai toujours entendu parler de ça, donc je suis allée au café de Flore Ça a à Paris. marché? Pas Ah du oui, tout. quand même. Oui, non, le café de Flore, il a ce À côté un peu Saint-Germain-des-Prés. magique à Saint-Germain-des-Prés parce que historiquement, voilà, on dit que tous les grands auteurs étaient à Sartre, Saint-Germain, voilà, de Sartre et les Beauvoir, autres. oui. Donc je m'étais dit, je vais aller chercher l'inspiration là-bas et en fait, rien du tout. Il s'est rien passé. Et qui sont vos modèles? Dans la vie ou... Ouais, enfin, c'était qui? Jacqueline Maillan? Ah, alors, Jacqueline mais les Maillan. humoristes, évidemment. Jacqueline Maillan, c'est une véritable révélation parce que, comme je vous le disais, moi, on me disait toujours que je faisais trop de bruit, que j'étais trop exubérante. Et un jour, avec mon grand-père, le fameux grand-père que j'ai tant aimé, il me met une cassette à l'époque VHS sur une pièce, c'était Croque-Monsieur, avec Jacqueline Maillan. Et je vois cette femme exubérante au possible, hyper drôle, qui en fait des caisses, qui fait rire mon grand-père, élégante, sublime. Et je me dis, en fait, on peut être comme ça. Il y a une espèce de révélation et j'ai trouvé voilà, un modèle dans cette femme. Je n'ai jamais rencontré, jamais vu sur scène en vrai. À côté, il y a Albert Dupontel. Pourquoi lui? Albert Dupontel, en fait, je trouve que ses sketchs n'ont pas vieilli d'une semelle. Vraiment, c'est une écriture parfaite en one. J'ai même un secret, je vais vous confier, j'ai un secret. Parce qu'en fait, je voulais, dans mon premier spectacle, mettre une plaidoirie. Et il se trouve que lui, il a écrit une plaidoirie magnifique dans son spectacle, très drôle. Et à chaque fois que j'écrivais quelque chose, je trouvais que c'était moins drôle que ce qu'il avait fait. Et je m'étais dit, tant que je ne trouverais pas au moins aussi drôle, j'en mettrai pas. Donc du coup, il n'y en a pas dans mon spectacle. Et j'ai un rêve secret, c'est d'arriver à le rencontrer pour lui demander l'autorisation de reprendre son texte et de le jouer. Tellement, voilà, il a ce don à l'écriture. On lui lance le message? Oui, lançons le message. Lançons. Albert, Mmh. Florence Foresti? ça, c'est... Ah bon, le Graal. Florence Foresti, elle a quand même une carrière, oui, c'est extraordinaire. Et quand vous voyez qu'elle prend Bercy et qu'en une semaine, c'est rempli 17 000 personnes par soir, j'étais là, j'étais dans la salle, je la regardais. C'est merveilleux, vraiment. Vous avez connu des phases de découragement parce que vous avez connu des salles vides? Oui, au début... Alors, pas les premières fois, parce que la première fois, vous avez tous vos copains qui viennent, qui remplissent la salle. Et vous avez beaucoup de copains. Et j'ai beaucoup de copains, surtout j'avais plein de copains avocats. Donc quand vous avez passé un chapeau, c'est gratuit, vous faites passer le chapeau. Et il y avait des billets de 50 et tout. La nana qui gérait la salle me dit, on n'a jamais vu ça. Mais c'était mes amis. Puis les amis, une fois qu'ils l'ont vu une fois, Oui, ils ils reviennent pas le lendemain. Oui. On est allé au Palais des Glaces
pour vous y voir. Aussi, vous nous avez fait faire la visite du Palais des Glaces. Il y a une petite salle, puis la grande salle. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes dans la grande salle. C'est Philippe Eckepers et Pierre Coussier qui vous ont suivi. This is Paris. Ça, quand t'habites en banlieue, parce que moi j'habitais à côté de Melun, ça fait rêver. Putain, je suis hyper sportive, je peux faire ça comme ça. Bonjour. Est-ce qu'on vous reconnaît aujourd'hui dans la rue? Ça m'arrive et c'est très bizarre quand ça arrive. Parce que c'est toujours au moment où tu t'attends le moins. La dernière fois, par exemple, je suis en train de me faire masser et j'étais à poil. Et la meuf, elle me masse, elle me dit « Oh, c'est vous l'humoriste, oh, je vais faire un selfie. » Je suis là, non. Palais des Glaces. Quand j'ai décidé de faire cette photo, je voulais, c'est qu'on voit rien, 2, que ce soit pas vulgaire. Finalement, vous êtes pudique ou pas dans la vie? Ultra pudique. Pendant des années, j'allais dans l'eau avec un paréo. Tellement j'assumais pas mon corps, c'est très bizarre. Et aujourd'hui, ça va mieux? Ouais, c'est un peu mieux, mais ça c'est l'âge. On grandit, on s'accepte. Donc là, c'est la grande salle de Palais des Glaces. Il y a 500 places. Et là, quand ça rit... Et quand tu es éclairé, tout ça c'est noir. T'es face à T'entends les gens, tu les ressens, mais tu ne les vois pas. Sauf quand je fais allumer la salle. François, tu m'allumes la salle 3 minutes. Ça m'arrive régulièrement, j'adore ça. Ouh, je me sens du taquine moi ce soir. Là, on passe de l'autre côté. Donc là, c'est tout ce qui était beau. Et maintenant, on rentre dans le côté que les gens ne voient jamais. Donc là, tu vois, il y a une mi-loge là pour se préparer pour les gens qui font des changements, ce qui n'est pas mon cas, moi, j'en ai pas besoin. Des escaliers pas pratiques où tu te cognes, c'est n'importe quoi. Attention à la tête ici. Là, il faut faire ça, fait pas. C'est ma loge. Pour être sûr que je me trompe pas, ils ont mis une photo. Qu'est-ce que vous faites dans votre poche qui pourrait nous surprendre? Je me chauffe la voix. Comme j'ai pas de formation, moi, ni de chanteuse, ni de comédien, aujourd'hui je suis suivie par une orthophoniste et j'ai des exercices. De la musique avant toute chose. C'est ridicule, je sais, mais c'est comme ça que ça se fait. Et pour cela, préfère l'impair. Allez, c'est parti. Je préfère attendre pendant que la salle se remplit, derrière le rideau. Et donc, je peux repérer les gens, regarder qui je vais prendre au premier rang. Quand on est seul sur scène, on doit toujours prendre quelqu'un au premier rang. J'adore les regarder rentrer. Surtout qu'eux, ils savent pas que je les regarde, c'est ça qui est drôle. Alors, t'es pas bien là au premier rang, là, hein? Tu sais que c'est ta soirée, mon petit oiseau, tu le sais. Vous avez l'air d'être hyper à l'aise. Juste avant d'entrer sur scène, c'est dingue. C'est du bonheur, ça. J'ai un peu mal au ventre, mais ça va passer. Bonsoir, Paris! Ouais! La première minute du spectacle est compliquée. Après, c'est vraiment un bonheur absolu. Oui, alors on dansait comme ça dans les années 90. Eh ben, en tout cas, dans les Vosges. C'est devenu presque une drogue. C'est un moment magique. Dis donc, qu'est-ce que t'es chic, toi? C'est pour moi que tu t'habilles comme ça? Quelle est votre part d'improvisation? Je te kiffe ou toi? Pour aller au maximum de ce que je peux faire. Vous avez mis un nubac tous les deux, c'est pour moi? Oui. Pour de vrai? Dès qu'il y a le moindre truc qui se passe sur scène, je saute dessus. Non mais ce polo est dégueulasse, tu le sais. Hein? Tu es au courant, on est d'accord. Tous les soirs, il y a un moment de magie qui va se passer ou pas. Sors de ce corps, Jacqueline Maillan! C'est vraiment un ressenti très fort, très violent. Et après, la violence avec le rideau qui se ferme, revenir ici dans la loge toute seule, se démaquiller, rentrer chez soi. C'est terrible la différence entre ce moment-là et la solitude d'après. Ça, c'est difficile à gérer. Alors si comme moi, vous aussi vous avez des rêves, réalisez-les! Réalisez vos rêves, vous êtes bien placé pour en parler. Quelle est la salle qui vous a le plus grisé? Bah, celle qui m'a le plus... Enfin, celle qui a été un véritable... cette sensation de réaliser un rêve, ce qui arrive à peu de gens, hein, moi, celle j'ai eu la chance, c'est l'Olympia. Monter, jouer à l'Olympia, franchement, je me délectais de chaque seconde. Partout, même les répétitions, j'étais là, ok, je suis en train de répéter à l'Olympia. Je marchais dans les rangs, je regardais les toucher les sièges, j'ai le droit, je suis à l'Olympia. Les loges de l'Olympia, c'est magnifique. Là, ça n'a rien à voir avec les loges que vous avez vues là, c'est des loges incroyables. Donc à chaque fois, je me disais, je respire l'air de l'Olympia. Et d'ailleurs, à la fin du spectacle, je me souviens, je me suis mis un coup de tête, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à genoux, j'ai embrassé cette scène où je me suis dit, il y a tellement d'artistes qui sont passés là. Comme le pape. Ouais, c'est ça. Vous n'aimez pas l'étiquette humour de femme, et je pense que ça, vous avez bien raison. Mais quand même, vous jouez avec votre féminité, vous êtes très sexy. Oui, bien sûr. Vous êtes sexy, vous avez des talons super hauts, vous avez des petites robes, enfin bon, vous montrez vos jambes, enfin, vous êtes super belle. Vous pensez que ça, c'est bien d'assumer, en définitive? Il faut.
son genre. Il faut, de toute façon, on n'en a pas, à moins de changer de genre, qui est quand même un peu compliqué encore aujourd'hui, puis j'en suis pas là, mais voilà, moi j'ai pas choisi d'être une fille, je le suis, donc et ce que je réclame, c'est mon côté féministe, c'est ce que les gens comprennent pas, c'est que j'assume d'être une femme, je le vis très bien, mais je veux une égalité en droit. Après, je dis pas que je suis pas différente d'un homme, bien sûr, je suis pas un homme, je suis une femme. C'est l'avocate ou la citoyenne qui parle? Les deux, mais les deux. Alors on va dire que c'est la citoyenne qui parle et qui utilise les mots d'une avocate, mais non, c'est que l'inégalité en droit me rend folle en fait, mais vraiment folle. À quelle qu'elle soit, que ce soit l'inégalité sur votre couleur de peau, sur votre sexe, homme ou femme, ou même sur votre sexualité. Je trouve ça fou qu'un homosexuel, on soit obligé de demander avec qui il couche, comment il fait ça, pour lui donner tel ou tel droit. Alors que quand vous êtes un homme, vous êtes blanc, vous êtes hétéro, vous n'avez aucun problème, vous ne vous justifiez de rien. C'est fou. Et il serait temps que ça change. Dans votre galerie de portraits, vous avez des personnages, hein, mais vraiment extrêmement différents. Il y a la maman Cato, il y a celle qui recherche l'orgasme. Vous parlez aussi des arnaques à l'écologie. On évoquera tout à l'heure évidemment aussi le féminisme. Et est-ce que vous avez un personnage comme ça qui vous plaît encore plus que les autres? C'est-à-dire où vous dites, tiens, ce soir, je vais le faire différemment. J'ai vraiment une affection pour la nana de Pôle emploi. Parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand quand vous changez de vie, que vous passez d'avocate à vous voulez devenir donc ce qu'on appelle en France un intermittent du spectacle, pas une comédienne, ça voilà. Et ben vous devez vous inscrire à Pôle emploi. Et j'y suis vraiment allée et c'était une catastrophe parce que je rentrais dans aucune case. Et je me souviens de cette fille me disant, mais pour vos indemnités chômage, comment on va faire? Je dis, mais j'ai pas droit, j'étais en libéral. Elle me dit, c'est un problème pour moi. Je dis, non, c'est un problème pour moi à la limite, mais pas pour vous. Stop, la suite c'est sur scène. Nathalie! Marche pas, l'ordinateur. Bah ouais, encore. Attends. Ah oui, t'as raison, je l'avais pas branché. C'est pas la peine de rire, Madame Vigneault, hein, ça va, hein. Je l'allume pas non plus tous les jours, hein. Ah bah du coup ça marche. Alors, Caroline Vigneault, première question. Nom, prénom. Bah oui, c'est une vraie question. Alors, je vous arrête tout de suite, Madame Vigneault. Si vous voulez jouer à C'est qui est la plus conne, attention, j'ai jamais perdu. Mais pourquoi c'est du vécu parce que c'est une caricature tout de même. À peine. Franchement, moi, je suis tombée sur une jeune personne qui était paniquée parce que je ne rentrais pas dans les cases et qui m'a quand même demandé, et ce que je vous dis est véridique, de lui écrire une lettre en lui réclamant des indemnités. Je lui ai dit, mais j'ai pas droit. Vous allez me demander des indemnités. Moi, quand je recevrai votre lettre, je vais vous dire que vous n'y avez pas droit. Et donc, avec cette lettre de refus, vous reviendrez me voir et là, on pourra ouvrir votre dossier. Elle avait vraiment cette voix-là. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, dans ma tête, j'ai entendu comme ça. Après, je pense que peut-être là, j'ai un peu exagéré, mais je trouvais ça tellement fou. Et du coup, ça a pris 6 mois. Effectivement, j'ai réclamé des indemnités en me disant, mais c'était horrible. En plus, les gens qui ont dû ouvrir mon courrier, ils vont se dire, c'est une avocate, elle ne sait même pas qu'elle n'a pas le droit à des indemnités chômage. Enfin, c'est envie de créer ce coutoir. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, Caroline, des autres humoristes? Mon nom, mon prénom. Ça, déjà. Jusque-là, on est d'accord. Et ouais. Après, alors, je crois que l'humoriste, en fait, c'est un style qui est propre à chacun et j'ai rien de particulier qui me distingue. Vous avez été bien accueillie par le métier? Moi, j'ai pas été accueillie du tout, en fait, au départ. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est parce que moi, je suis arrivée là-dedans avec une je sais pas comment dire, une idée très entrepreneuriale du truc. Donc, j'ai monté une boîte de production, j'ai pris mes économies, je les ai mises dedans. Je me suis autoproduit pendant 3 ans, donc c'est-à-dire que je payais une salle et je devais me rembourser avec, avec les tickets. Et je me souviens, au Blanc Manteau, c'était 350 € la soirée hors taxe, donc c'est à peu près 400 et les brouettes. Et les soirs, il n'y avait personne. Donc vous avez perdu Cette beaucoup sensation d'argent. d'ouvrir la fenêtre, de jeter 400 € et de refermer la fenêtre en disant, bon bah voilà, ce soir c'est fait, et vivement demain. Le lendemain, il y avait 2 personnes, à 10 €, ça fait 20 €. Une espèce de sensation d'hémorragie financière au départ, mais que j'avais anticipée. Bon, vous avez récupéré vos économies depuis. Ça va. Bon, tant mieux. Si je vous dis Anne Roumanoff, vous me répondez quoi? Je vous dis que c'est une femme formidable qui, elle, m'a bien tendu la main. Qu'est-ce que vous lui devez?
C'est elle qui m'a fait venir à la radio, avec elle et Stéphane Bern d'ailleurs à la radio, pas sur les mêmes radios, mais Sur Europe 1. oui, Ouais. sur Europe 1, elle m'a fait venir, elle m'a fait rencontrer les caméras pour la première fois dans sa série, qui s'appelait C'est la crise. Et Jérémy Ferrari? Alors lui aussi c'est une super rencontre, en plus c'est un mec très brillant, on a bossé ensemble sur Montreux, on avait fait un beau duo et on s'est bien amusé. Et puis j'aime beaucoup son humour noir. Tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous, Caroline. Non. Ce que j'aime chez Caroline Vigneault, c'est qu'elle est très déterminée, elle est très travailleuse. Elle s'est vraiment battue pour en arriver là. On parle d'une femme, une mère de famille, qui abandonne son confort et qui fait en fait ce que beaucoup de gens aimeraient faire. Ça m'énerve un peu quand on dit c'est une ancienne avocate. Non, c'est une vraie humoriste. On s'en fout qu'elle était avocate. Je trouve qu'on parle trop de ça. Ce qui me bluffe beaucoup sur scène, c'est cette autorité qu'elle a sur les gens. Parce qu'elle se met quand même en danger sur plein de trucs. Elle a certaines phrases où elle se penche un peu, où ça serait très facile pour un spectateur de la vanner ou de machin, et j'ai jamais vu quelqu'un oser le faire. Et en plus, je trouve qu'elle a pas une beauté qui est énervante pour les femmes. Enfin, je sais pas. Je veux dire, non mais moi, souvent les blondes m'énervent. Et elle, pas du tout. Elle a un physique sur lequel on va rapidement mettre une étiquette, cette espèce de jolie blonde, cultivée, et tout d'un coup, quand elle se met la bouche sur scène, ça correspond à sa vraie personnalité. Je trouve qu'elle apporte une certaine fraîcheur, un côté BCBG dont elle se défend, mais c'est quelque chose qu'elle a quand même en elle. Le côté BCBG, j'aime pas parce qu'il y a un côté superficiel qu'elle n'a pas. Caroline, elle se met en bleu de travail, de la boue sur la tête, elle a quand même un côté un peu chic. Caroline fait partie de ces gens qui ont une espèce de classe naturelle que, par exemple, moi, je n'aurais jamais. Bonjour, en fait, je m'appelle Caroline. Je suis votre conseillère Pôle emploi, c'est moi qui m'occupe de vous. Et moi, je suis Nathalie, sa chef de service. Est-ce qu'elle est aussi drôle dans la vie qu'elle est sur scène? Oui, elle est drôle. Elle est un peu cinglée avec les chaussures, par contre. C'est une malade mentale des chaussures. Elle prend en photo ses chaussures pour savoir quelles chaussures sont dans quelle boîte. C'est quelqu'un qui peut être très joyeuse, etc. Et puis à un moment donné, on va parler avec elle d'un sujet et tout d'un coup, on sent une vraie fragilité. Ça fait pas partie de ces gens qui font genre « Ah, tout va bien », à qui on a envie de foutre des baffes. Il y a des fois où elle sait dire « Je vais pas bien ». Ça, je trouve ça bien de pas avoir peur de montrer ses failles, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie opposée dans Caroline. Moi, je trouve qu'elle doute un peu trop d'elle-même. Et je pense que ça génère beaucoup de conflits internes. Voilà, elle devrait dire... elle pourrait peut-être se la péter... Enfin, se la péter un peu plus, non, c'est pas un conseil, mais... se sentir plus en sécurité dans ce métier, en fait. Plus assise. Drôle et émouvant, bien sûr. Quand... J'ai hyper chaud. C'est vrai? Ah oui, c'est très... En fait, c'est très déstabilisant parce que... Oh là là, mon Dieu. Non, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure est vrai. Et ce que disait Anne, c'est vrai. Et il est rare de pouvoir vous déstabiliser. Oui, plus, c'est hein. vrai. Parce que je cache tout avec l'humour, donc c'est plus simple. Mais non, mais quand vous êtes avocate, c'est que vous avez un diplôme. Et j'avais l'assurance d'être une avocate et la justification. Et j'avais pas honte de le dire parce que voilà, je le savais, j'avais mérité ça. J'avais travaillé pour avoir mes examens comme une folle, pour avoir les stages, pour avoir après décroché un emploi. Et là, je me suis lancée dans un truc toute seule, sans rien demander à personne, avec cette sensation d'usurper un peu. Et j'ai toujours du mal. C'est pour ça, d'ailleurs, ça a commencé comme ça, quand on m'a dit quel est votre métier. J'ai toujours du mal encore aujourd'hui à dire je suis humoriste. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Et Anne dit blonde, mais pas clivante. Parce que les blondes l'agacent parfois. Vous savez, moi, j'avais fait un jour une émission et j'avais rencontré un professionnel, un grand metteur en scène. Je commençais juste, hein, qui m'a dit d'arrêter parce que j'y arriverais jamais, parce que j'étais trop jolie pour être drôle. Et il m'a dit, voilà, je ne veux pas vous mentir, ça m'avait bien marqué. J'ai passé 3 semaines sous ma couette à pleurer en me disant, c'est l'enfer. En plus, j'ai quitté ma vie si je ne vais pas y arriver. Enfin, voilà. Donc oui, et en fait, j'ai découvert, grâce à Jacqueline Maillan, qu'il faut accepter... L'histoire de Jacqueline Maillan, elle est folle. Cette femme, elle voulait faire du classique. Et elle avait une telle puissance comique, elle est partie dans le boulevard en acceptant sa destinée. Donc voilà, je pense qu'il faut accepter le fait d'être jolie ou pas jolie, ou d'être sexy ou pas sexy, d'être comme on est. Il faut l'accepter et en tirer ce qu'on peut. De quelle fragilité parle Anne? Je sais pas. Et moi, c'est cette sensation que j'ai de ne pas être à ma place, ça c'est sûr. Ça c'est compliqué. C'est pas facile parce que j'aimerais. Et puis surtout, je crois que si j'ai choisi ce métier, c'est aussi parce que j'ai envie qu'on me dise quand même. Et depuis que je fais ce métier, j'ai la sensation qu'on me l'a très peu dit. Tourner au cinéma, comme vous l'avez fait, avec André Dussolier, avec José Garcia, ça aussi, j'imagine, non? C'est un stade supplémentaire. C'était merveilleux. Et surtout, ce qui était vraiment chouette, c'est que j'étais plus seule. J'étais avec une équipe, j'étais entourée de grands comédiens qui, en plus, j'ai eu cette chance de
faire ça avec André et José, qui sont franchement des hommes merveilleux, qui m'ont vraiment mis dans un cocon, ils m'ont aidée. À aucun moment, j'ai senti que j'étais pas à ma place. Surtout que là, c'était mon premier film, c'était le premier rôle féminin. Donc, leur donner la tout se passe réplique. de plus dans un habitacle de Ouais. voiture. Et surtout, c'est de leur donner la réplique. Ce que j'ai vite compris, c'est quand vous jouez avec quelqu'un, si vous jouez mal, vous allez faire déjouer la personne en face. Donc, il faut. Moi, j'avais cette responsabilité. J'avais pas envie de. En plus, j'avais envie de rendre la confiance au réalisateur qui a fait ce film, Nicolas Benamou. À fond. Ouais, C'est à le titre. ouais, Ouais. non, à fond. Quel est le sketch dans votre spectacle qui suscite le plus de polémiques? Oh, bah, celui avec le chat. Le chat. Oui, parce que j'ai. En fait, c'est une décision de justice qui maintenant qui doit dater de 2 ans à peu près. Il y a un homme qui a été condamné pour avoir frappé un chat contre un mur. Ne dites pas plus. Extrait. Et ça, c'est quand même un vrai problème en France. Les violences conjugales. T'as vu l'ambiance là? Vous savez qu'un homme qui tape sa femme va prendre en moyenne entre 2 à 6 mois de prison avec sursis. En fait, ça veut dire qu'il ira en prison que s'il recommence. En fait, ça veut dire que le premier essai est gratuit. En revanche, un homme qui prend un petit chat et le tape contre un mur a pris 1 an de prison ferme. Dingue! Alors maintenant, les filles, quand on appelle la police, miaou, miaou, miaou. Caroline, quelles sont les réactions à ce sketch? Bah, régulièrement, et d'ailleurs, moi, je pense que là, vous avez passé l'extrait, c'est sûr que je vais en recevoir aussi. Des gens qui me disent, qui m'écrivent pour m'insulter, pour me dire que c'est nul de penser qu'il faut tuer les chats. Et j'ai dit alors, du coup, c'est pour ça qu'après ce passage-là, j'ai rajouté, suite à tout ça, une phrase pour dire, alors, le fond de ma pensée, ça m'ennuie un peu d'être obligée d'expliquer le texte, mais bon, il faut le faire. Ce que je dis dans ce sketch, c'est que j'aimerais qu'on soit aussi effarés par ce qui arrive aux petits chats que par ce qui arrive aux femmes battues. Qu'elles aient le droit au moins à la même indignation. Il n'y a pas Ce de n'est pas le comparaison cas. possible, tout de même. Ouais. Et oui, mais moi, je peux comprendre qu'on choisisse. Il y a tellement de combats. On peut choisir le combat animal. Chacun, vraiment, je respecte ça. Ce que je trouve fou, c'est que les gens qui défendent les animaux viennent dire que les femmes battues, et encore la semaine dernière, je vous jure que c'est vrai, quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, il y a une grosse différence, et je n'invente rien, elle m'a écrit, une grosse différence, c'est que la femme battue, c'est un peu de sa faute, parce qu'elle pourrait très bien dénoncer, écrire, partir, alors que le petit chat, lui, il peut pas, donc tant pis pour elle. C'est compliqué de dire des choses pareilles. Hein. Vous faites aussi un procès aux îles Maldives. Oh, alors ça, c'est de l'impro, mais oui, ça m'est arrivé parce que j'ai vu... Bon, les Maldives, pour moi, c'est un paradis. J'ai toujours rêvé d'y aller. J'y suis allée une fois dans ma vie et j'ai adoré. Et puis, il y a peu de temps, j'ai commencé à voir qu'il y a eu une affaire... Enfin, c'est même pas scandaleux, c'est même pas horrible. J'ai même pas de mots tellement c'est inhumain. Une jeune fille de 13 ans qui a subi un viol et qui donc a eu des rapports sexuels forcés, hein, parce que c'est la définition même du viol. Hein, c'est-à-dire que c'est un traumatisme, une violence extrême. Et comme elle a eu des rapports sexuels en dehors du mariage et que c'est interdit par la charia qui est là-bas, et ils l'ont mis en place publique, ils lui ont filé 100 coups de fouet à une jeune fille de 13 ans. Je ne sais même pas si elle a pu survivre à ça. Et en plus, c'est fou. C'est-à-dire que déjà, vous êtes une victime et en plus, on vient vous expliquer ce que vous avez fait, c'est pas bien. Alors le violeur, lui, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et voilà... Ça me révulse. Et vous dites boycotter les îles Maldives. Quoi. Et c'est ce que j'explique. Je dis pourquoi personne n'en parle. Mais vous savez qu'à la sortie du spectacle, ce soir-là, quand j'en ai parlé, il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit moi, je vous en veux de me l'avoir dit parce que j'adore les Maldives et que j'ai envie de continuer à y aller. Je préférais ne pas savoir. Je me suis dit ah oui, mais dans quel monde vous vivez, vous Allez en Martinique. C'est magnifique, la Martinique. Est-ce qu'il faut s'excuser quand on va trop loin? Je pense à Patrick Sébastien récemment, à Nicolas Canteloup pour le sketch sur Europe 1 à propos de Théo. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est bien de s'excuser? Moi je pense que l'erreur elle est humaine, hein. On peut tous. Et d'ailleurs c'est lié pas forcément à notre travail, on peut être en état de la fatigue, on peut faire une mauvaise vanne bien sûr. Et si nous-mêmes on se rend compte qu'on est allé trop loin, bien sûr il faut s'excuser. En revanche, s'excuser parce qu'on vous force à le faire, parce que d'autres personnes considèrent que ce que vous avez dit... Et parce qu'il y a une pression sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une pression, etc., alors que vous n'avez pas envie de vous excuser. Là, je pense que non, là, c'est pas bien et ça va aller contre la liberté d'expression. De toute façon, quand on fait rire, à
priori, on va pas plaire à tout le monde. Donc voilà, il faut l'accepter. En revanche, si soi-même on regrette d'avoir dit quelque chose, je pense que c'est important de le faire. Ouais. Caroline, je voudrais qu'on reçoive Dominique Verdeillan. Dominique, vous le connaissez bien, évidemment, tous les téléspectateurs de France 2 aussi. Bonjour Dominique. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir sur ce plateau. Oui. Bienvenue à la maison. Exactement. On vous voit beaucoup dans les éditions du 13h, du 20h, puisque ça fait maintenant 25 ans, on peut le dire, hein, que vous êtes le spécialiste maison et le spécialiste justice. Et c'est vrai que vous venez de publier ce livre, Les magistrats sur le divan, aux éditions du Rocher. Vous l'avez lu et on va pouvoir donc en parler à trois. Et c'est absolument passionnant parce que vous avez fait une enquête en profondeur, mais une enquête psychologique en fait sur ces personnes qui rendent la justice, qui sont des magistrats, qui sont des juges, qui sont confrontés à des affaires parfois abominables et qui sont des humains, des hommes, des femmes, et qui rentrent chez eux avec parfois la boule au ventre. Oui, c'est une profession qui n'a pas le droit de montrer ses sentiments. À l'audience, dans un cabinet, lorsqu'on est juge d'instruction, on n'a pas le droit de montrer qu'on est sensible à ce que vous raconte la victime ou le futur mis en examen. Il faut montrer une neutralité. Il faut montrer une neutralité. C'est la robe qui sert de carapace, de rempart, et donc il n'y a pas d'émotion. Et je me suis dit, mais comment il gère tout ça? Et comment on peut continuer à juger, à rendre la justice au nom du peuple français, alors que, justement, ces émotions, ces ressentis, on les garde pour soi. Et voilà, donc je suis rentré en contact avec un certain nombre d'entre eux. À ma grande surprise... Vous les connaissez tous? Je les connais tous, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils me disent, oui, je vais vous raconter l'histoire qui m'empêche quelquefois de dormir ou qui me revient à la mémoire. Parce que ce qui m'a étonné dans cette rencontre qui a duré un peu plus d'1 an, c'est qu'ils me racontaient des histoires de leur début, lorsqu'ils étaient auditeurs de justice à l'école et qui découvraient leur première autopsie, leur premier cadavre, leur première scène de crime. Alors, en fait, il faut distinguer les magistrats qui sont blindés, on va dire, qui ne montrent pas trop leurs émotions. Oui, il y en a quelques-uns. Et puis, il y a les magistrats qui sont quand même très émotifs. Oui, ils sont émotifs, c'est-à-dire que c'est ce qui est revenu à chaque fois dans mes conversations avec eux, c'est cette difficulté de ne pas s'identifier à la personne qui est face à vous. Et cette personne qui est face à vous, ça peut être tout simplement un cadavre ou des cadavres d'enfants. Et ce qui est revenu d'une façon vraiment régulière, ce sont des magistrats qui m'ont dit, voilà, moi j'ai vu une scène de crime, c'était des enfants qui étaient sur un Notamment lit. Franck Charon. Alors voilà, Franck Charon, lui, il accepte de tenir l'accusation dans un procès alors que ses collègues féminins ont refusé. C'est une nounou de 60 ans qui est jugée pour ce qu'on appelle le syndrome ou le phénomène de bébé secoué. Et donc il va à l'audience et il me raconte que c'est une audience qui chavire totalement lorsque le médecin expert arrive et imite, entre guillemets, le crime avec simplement une petite marionnette à petits poupons. Et il dit à ce moment-là, le procès a totalement basculé, le verdict, ça a été 5 ans, seulement lui qui tenait l'accusation, eh bien, son épouse attendait un enfant. Et il me dit, la difficulté, c'est qu'après, il a fallu que moi aussi, j'amène mon enfant à la nourrice. Et donc, cette affaire mentait, et c'est assez régulier. C'est pas réservé aux magistrats, hein, parce que pour les avocats, c'est exactement la même chose. Bien sûr. On a le même sentiment. La seule différence, c'est que, enfin, moi, je me souviens que j'avais utilisé une seule fois ma clause de conscience pour refuser un dossier, c'était de la pédophilie avec acte de barbarie. Et il se trouve que dans le dossier, bon, vous avez les photos, les trucs. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, je pourrais pas. Mais la vraie différence, c'est pour ça que j'aurais jamais pu être magistrat, c'est que nous, on ne connaît pas la vérité, on n'a pas à juger. On doit défendre un homme et apporter une thèse. Et après, c'est vrai que le magistrat, lui, a cette difficulté qui est de trancher. Et ça, j'aurais jamais pu le faire. Là, on parle des procès, mais on peut aussi parler des autopsies, parce qu'ils se rendent aussi dans les... Enfin, ils sont présents au moment des autopsies. C'est un passage obligé, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait leurs études de droit, qui sont à l'ENM, l'ENM, ce n'est pas simplement un amphithéâtre où on apprend la procédure pénale et le code pénal. C'est aussi, on va sur le terrain. Donc aller sur le terrain, c'est aller dans les cabinets d'avocats, c'est quelquefois aller dans les rédactions de télévision, aller chez les gendarmes, aller chez les policiers, mais aussi assister à une autopsie. Et pour certains, c'est leur première vision, leur premier contact. Et ils n'y sont pas du tout préparés.
Ils sont absolument pas préparés. Par Et leurs puis, il y a ce études. petit jeu pervers, toujours, évidemment, de l'expert en médecine légale qui fait que, bah, évidemment, on tend le bistouri à l'auditeur de justice qui est à côté ou au magistrat. Et certains m'ont rencontré. Ça me paraît bizarre parce que ça pour un avocat, c'est un bon argument pour faire annuler toute la procédure, hein, je vais vous dire. Mais nous, on n'a pas accès, enfin, on peut le faire. Moi, j'ai refusé, mais en tant qu'avocat, on a la possibilité d'y aller et surtout, nous, on a accès aux photos. Dominique, beaucoup en fait de magistrats bifurquent. Après quelques années, ils n'en peuvent plus, le fardeau est trop lourd, Oui. et ils partent sur des postes plus... Alors, Plus il y a quoi, à plus la fois, confortable évidemment, la volonté de monter dans la hiérarchie. Et donc, à ce moment-là, on est moins, évidemment, dans le vécu. J'ai rarement eu des présidents de cour d'assises ou des juges d'instruction me dire, au bout d'un certain temps, j'en ai eu assez, il a fallu que je fasse autre chose. Ceux vraiment qui m'ont dit d'une façon, là encore, récurrente, il a fallu que je m'arrête, ce sont les juges des enfants. D'être confronté à la douleur d'un couple qui est en crise, d'un enfant qu'il faut placer, ou bien simplement d'une mère, ce magistrat qui me raconte que, eh bien, il a une mère qui arrive avec la poussette dans son cabinet et elle repartira avec la poussette vide. Parce que malheureusement, l'enfant, il faut le placer dans une famille d'accueil parce qu'elle n'est plus en capacité de jouer son rôle de mère. Bah, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, j'assume quand je suis dans mon cabinet, ce que vous disiez aussi, Caroline Vigneault, mais quand je rentre chez moi, bah, il faut que je digère ça. Je digère ça et avec la difficulté, c'est que je ne peux en parler à personne. Oui, parce qu'ils disent presque tous qu'ils ne sont pas vraiment soutenus par l'administration. Ils n'ont pas d'aide psychologique. On ou très commence à peu, y très penser, peu. on y réfléchit, mais c'est vrai que pour un magistrat, c'est difficile d'aller voir son supérieur hiérarchique en lui disant « Vous allez rire, mais cette affaire-là, je ne peux pas m'en occuper, elle m'a traumatisé, cette tête de crime, ce cadavre, etc. » Donc, c'est le principe du millefeuille, on accumule, effectivement, la douleur des autres. Alors, on relativise toujours, parce qu'évidemment, sa douleur, elle est moins grave que celle authentique de la victime. Comment les magistrats, en fait, ils vivent le fait aussi qu'ils ne puissent pas résoudre toutes les énigmes? Est-ce que ça aussi, c'est douloureux vis-à-vis des familles, notamment? Oui, c'est ce que j'appelle le goût d'inachevé. C'est-à-dire qu'effectivement, ils changent de fonction aujourd'hui tous les 10 ans. Et quelquefois, au bout de 10 ans, ils n'ont pas pu refermer le dossier. Et c'est quelquefois aussi un drame parce qu'ils n'ont pas dit au revoir aux gens qu'ils avaient l'habitude de recevoir. Et certains se sont fait agresser, insulter dans une certaine mesure en disant « mais vous êtes parti, vous ne nous avez même pas dit au revoir ». Bon. Et c'est cette difficulté de laisser un dossier inachevé. Et beaucoup disent le problème c'est que moi je l'ai inachevé, mes successeurs aussi. Donc là, c'est évidemment une justice qui n'est pas rendue. Moi, j'étais surprise aussi de lire à propos de Marc Trévidic, le juge antiterroriste, qui ne l'est plus, mais qui l'a été longuement. Vous dites, pour savoir si cet homme est coupable ou cette femme est coupable, il fait des colonnes sur une fiche en carton, tout simplement. Oui, c'est basique. Hein. Un juge d'instruction... Il fait saut d'indice. Oui, il fait son instruction à charge et à décharge. Oui, et donc... Je ne peux pas me demander mon avis, je suis avocate. Mais c'est pour ça que je vous regarde. Et donc, que par nous, conséquent, comme le dit Catherine, Marc Trévidic raconte qu'il fait une colonne. Qu'est-ce que j'ai à charge et qu'est-ce que j'ai à décharge? Et donc, je regarde le bas de ma page et là, je tranche. Sur la 4e de couverture, Dominique, vous dites vous sortirez différent de la lecture de ce livre. Pourquoi? Parce que je pense qu'on découvre effectivement, on a un autre regard sur les magistrats, sur cette justice qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des émotions, il y a un cœur qui bat sous la rhum, ce sont des humains. Et puis, je pense que ce livre aussi permettra de découvrir l'horreur qu'ils ont à gérer quotidiennement. Je citais l'affaire du bébé secoué, mais il y en a d'autres, évidemment. Le Bataclan. Le Bataclan, les catastrophes. Voilà, comment des magistrats vivent. Évidemment, c'est la même chose pour des avocats, pendant des jours et des jours avec un dossier et, une fois de plus, l'obsession de trouver la solution. Et quelquefois, effectivement, ils ne la trouvent pas et c'est pesant. Est-ce que vous êtes sorti différent en l'écrivant? Je suis sorti différent parce que je me suis senti moins seul. Parce que moi aussi, je considère que je ne suis pas sorti à partir du moment où, mais je vous regarde, à partir du moment où on touche à la justice, on ne sort pas indemne de la justice. Que l'on soit
magistrats, avocats, journalistes, même si nous sommes encore en retrait, que bon, nous voyons ça tous de très loin, on ne peut pas sortir indemne de la douleur des autres et de découvrir quelle est la noirceur de cette société. C'est pour que c'est plus facile au droit des affaires, c'est jour. Vous dormez mieux la nuit quand vous faites du pénal. Ou le juge d'enfant, je l'ai fait une seule fois pour rendre service à une association. C'était horrible. C'est ce que dit Renaud Van Ruymbeck. Il est très content d'avoir abandonné les affaires criminelles pour ne faire que du politico-financier parce que, évidemment, moins humain. C'est un peu moins humain et en tout cas, la cicatrice est moins profonde. Les magistrats sur le divan. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Merci d'être passé sur le plateau Thé au Café. Caroline? Oui. Vous savez qu'il y a un moment important. The famous moment. Oui, le fameux. Ça s'appelle le dos à dos. On y va. Dans le dos. Dos à dos avec vous, Caroline Vigneault, et des réponses du tac au tac. Qu'est-ce que vous avez fait déjà d'illégal? D'illégal, j'ai fumé. Un truc illégal. Avec qui vous aimeriez rester coincé dans un ascenseur? Ils sont nombreux. Hein. Alors, la liste, vous voulez? J'ai Brad Pitt qui est sur le marché, alors j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Sinon, Robert Badinter, j'adorerais. Et puis aussi sa femme, pourquoi pas, Elisabeth, que je n'ai jamais rencontrée. Et puis vous, pourquoi pas vous? Dans l'ascenseur. Bah ouais, comme ça, dos à dos. As-tu l'amour rédhibitoire? Oh yeah, je crois qu'il n'y a rien qui tue l'amour. Ah si, peut-être une mauvaise haleine, ça c'est vraiment un tue l'amour. Est-ce que vous auriez aimé naître homme? Ah, ça c'est une vraie bonne question. J'ai envie de répondre oui parce que ça aurait été plus facile, mais du coup je vais répondre non parce que ça aurait peut-être été trop facile. Et qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? Oh ben, je crois que je jouerais avec... Je regarderais cet objet que je ne connais pas bien pour voir comment ça fonctionne. Vous appelez ça comment? Un zizi? Si vous étiez présidente de la République, ouais. Quelle serait votre première mesure? Déjà, je rendrais obligatoire les salaires pour que ce soit l'égalité entre les hommes et les femmes, première chose. Et aussi, je rendrais obligatoire la transparence totale. Est-ce que vous pourriez tuer? Ah non. Ah non. Non, ça c'est impossible. Non, non. Non, non, alors surtout pas avec mon métier. En plus, comme on le disait tout à l'heure, je suis allée en prison, j'ai vu à quoi ça ressemble, les prisons françaises. Franchement, non, 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 non. Puis j'aime trop la vie. Rien ne vaut de tuer quelqu'un. Rien. Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire? La violence ne me fait absolument pas rire. Et surtout la violence sur, j'ai envie de dire, sur les êtres plus faibles, les femmes, les enfants, ça me fait pas rire du tout. La dernière fois que vous avez pleuré? Bah, tout à l'heure, à cause de vous et d'Anne Romanoff et de Jérémy Ferrari. Est-ce que vous avez déjà subi les violences d'un homme? Oui. Préférez-vous le mensonge qui console ou la vérité qui fait mal? J'ai envie de dire, ça dépend des moments. Mais de façon générale, je préfère la vérité. Mais j'ai découvert avec l'âge que toute vérité n'était pas bonne à dire. Et que parfois, il vaut mieux un mensonge qu'une mauvaise vérité. Vous venez d'assister à un spectacle d'un ami, mais alors ça vous a pas plu du tout. Qu'est-ce que vous lui dites? Je dis, waouh, quelle énergie tu as sur scène. Je fais, et alors, t'écris le prochain? Une histoire drôle qui vous permettrait et qui nous permettrait surtout de faire sensation au déjeuner dominical. D'accord, j'en ai une que j'aime bien. C'est un monsieur qui va acheter une Barbie à sa fille. Donc il va dans la boutique et il voit la dame, il fait bonjour. Je voudrais acheter une Barbie à ma fille, est-ce que vous pouvez me conseiller? Elle dit oui, bien sûr. Alors vous avez donc Barbie ski qui coûte 25 €, très bien. Là vous avez donc Barbie mariage qui coûte 25 €. Vous avez également Barbie piscine 25 € et Barbie divorce 450 €. Alors le père, il dit, mais excusez-moi, pourquoi Barbie divorce, elle coûte 450 €? Ah, mais monsieur, parce qu'elle vient avec la maison de Ken, la voiture de Ken, le cheval de Ken. Quelle est la chanson qui vous rend joyeuse? Alors, c'est une petite honte. Je ne sais pas si j'ose le dire. C'est kitsch. C'est kitsch à mort. C'est ma petite chanson honteuse. C'est pour ça que je l'écoute dans mes écouteurs, personne ne le sait. Mais à chaque fois que j'entends, elle me donne une pêche de folie. C'est un truc qui s'appelle Ivanov. Les nuits sans soleil. Pour qui elle va chanter, s'il vous plaît? Oui, c'est Mira, tu ne sais pas que les nuits sans soleil que je vis loin de toi sont tristes pareil. Et on écoute l'original. Sérieux? Mira, tu ne sais pas Que les nuits sans soleil que je vis loin de toi sont tristes et pareilles. Ça, c'est génial. Tu ne sais pas Que ce grand couloir froid qui m'éloigne de toi me glace. Attention. Et mes merveilles. On reprend tous en cœur. Non, mais parce qu'après, ça monte. Il faut attendre la suite. Ding.
Ah non, c'est la version triste que vous m'avez sortie. On balaye notre histoire. Non, parce qu'à un moment donné, ça part avec les violons et ça explose. Mais là, vous m'avez trouvé la version super triste. On est désolé. Mais ça vous arrive d'être triste? Oui. De triste, moi? Non. Ah ouais. Ah ouais. Mais ça se voit pas. Mais tous les comiques, non? Je sais pas si c'est tous les comiques. Souvent, non? Mais je crois que c'est tous les êtres humains, en fait. Hein. Moi, en fait, je suis quelqu'un de passionné. Et quand on est passionné, il faut accepter qu'on monte très haut. Et du coup, on a ces moments de passion qui sont merveilleux. Mais le prix à payer, c'est qu'on va redescendre très bas. Contrairement à des gens qui, justement, n'ont pas envie de vivre ça et ont des vies plus, moins passionnées et plus stables. Et moi, la stabilité, comme ça m'ennuie. Donc, mais j'accepte, du coup, le fait que parfois, je sais quand je me retrouve en bas... Aujourd'hui, vous étiez up. Ici, franchement, vous vous rendez pas compte, c'est... Non, franchement, dans ma vie, c'est incroyable d'être Bon, là. ça se passe au Palais des Glaces. Ouais. C'est du mardi au samedi. Vous pourriez bosser le dimanche quand même. C'est vrai, je pourrais. Et puis, vous avez des beaux fauteuils. Voilà. Oui, alors, expliquez-moi. Des fauteuils de Lifol. Lifol, mon grand-père avait une usine de sièges à Lifol, et à Lifol, le Grand s'appelle. Et c'est un vrai savoir-faire français. Et vous le représentez d'ailleurs. Je suis marraine parce que je les aime, parce que j'aime le bois, parce que j'aime l'IFOL, parce que voilà, ils ont obtenu l'IG, ce qui est vraiment c'est un symbole un peu comme l'AOC pour le siège de l'IFOL. Et voilà, pour dire, les gars, sachez qu'en France, on a plein de choses qui marchent, et ça marche. C'est Made in l'IFOL. Made in l'IFOL. Je voudrais vous offrir ce roman. D'Emmanuel de Boisson, Les années Solex. Ça se passe en 1969, donc vous n'avez pas connu. Non. Un an, donc, évidemment, avec 68, et ça importe beaucoup dans l'histoire. On est en Alsace. C'est Camille et Laurence, elles sont cousines, elles sont ados, et elles vivent dans un milieu bourgeois, et empêtrées, évidemment, dans des principes de vie. Et elles vont inlassablement tenter de transgresser ces principes, et puis trouver la liberté. Donc je pense que ça va vraiment vous plaire. Oui, c'est une très belle histoire et c'est chez Héloïse d'Ormesson. Oui, j'en suis sûre. Ah mais c'est sûr. Et tout à fait ça. Vous me le confirmez. Édition d'Héloïse Ormesson. Voilà, merci. Je voudrais saluer l'artiste qui expose sur le plateau de Théo Café à la Pournon, Marianne Bell. Et elle expose aussi à son atelier, c'est-à-dire que, voilà, tout simplement, vous lui dites « J'aime bien votre travail et je voudrais venir voir comment vous fabriquez vos tableaux. » Et elle vous invite, elle vous convie à venir chez elle. Donc c'est assez sympa. Elle habite rue Feutrier, à Paris, dans le 18e, je vous dis tout. Et Marianne Bell, elle s'inspire de la poésie, de l'humain et de la nature. Voilà, Caroline, c'était... Donc je peux repartir avec un tableau, c'est ça? C'était pour vous. Ça, c'est pas totalement prévu. Hein. On va lui demander avant. D'accord. La semaine prochaine. Alors, vous savez, qui sera là? Alors, écoutez, non, je n'ai aucun pouvoir de voyance. J'aurais adoré, mais rien. Là, à cette même place. Dans ce siège de l'IFOL? Dans ce siège, ouais. Je sais pas. Florence Foresti. Non, sérieusement? Sérieux. Oh là là, ça... Moi, ça me fait plaisir de lui laisser la place. Florence Foresti nous fera donc l'amitié aussi d'être sur ce plateau samedi. Et puis le lendemain, on sera en compagnie de deux aventuriers, Bertrand Piccard et André Borschberg. Ils sont suisses, comme vous le savez, ils ont effectué ce premier tour du monde à l'énergie solaire dans cet avion incroyable Solar Impulse. Et ils seront avec nous le dimanche et on prendra un thé ou café également avec eux. Portez-vous bien, surtout. Oui, merci. Vous aussi. Oui. Et embrassez Florence de ma part. Assurément. Ça, nous le ferons. Avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous passez une très belle semaine. Allez la voir. Allez la voir au Palais des Glaces. Vous allez passer vraiment un super moment comme nous avons eu le privilège d'avoir ce moment assez exceptionnel parce qu'on est un peu hors du temps. Voilà, puis c'est un joli lieu, le Palais des Glaces. Ouais. À la semaine prochaine. On va faire un petit selfie, vous en êtes d'accord? Ah ben bien sûr. L'émission elle est rediffusée, mais ça vous le savez. Faisons un selfie. Évidemment. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire sur plus.fr? Ah oui, bien sûr, plus.fr. Voilà, libre service quoi. C'est ça. À bientôt, à la semaine prochaine. Ah, celui-là.